Comment on fait régner la vertu? Préface. De l'idéal du moraliste. Ce traité a pour sujet la grande politique de la vertu. Nous l'avons écrit pour l'utilité de ceux qui ont à cœur d'apprendre, non pas comment on devient vertueux, mais comment on rend vertueux, comment on fait régner la vertu. Je veux même démontrer que, pour vouloir une chose, le règne de la vertu, on n'a pas le droit de vouloir cette autre chose. C'est précisément par là que l'on renonce à devenir vertueux. Le sacrifice est grand, mais un pareil but mérite peut-être un pareil sacrifice. Et même des sacrifices plus grands encore. Et quelques-uns des moralistes les plus célèbres s'y sont risqués, car ceux-là ont déjà reconnu et anticipé la vérité qui doit être enseignée pour la première fois dans ce traité. À savoir que l'on ne peut atteindre absolument le règne de la vertu que par les mêmes moyens nécessaires pour atteindre une domination quelconque. Dans tous les cas, pas au moyen de la vertu. Ce traité a pour sujet, ainsi que je l'ai indiqué, la politique de la vertu. Il détermine un idéal de cette politique. Il dépeint celle-ci, telle qu'elle devrait être, si quelque chose pouvait être parfait sur cette terre. Or, nul philosophe n'hésitera à désigner le type de la perfection en politique. C'est le machiavélisme. Mais le machiavélisme pur, sans mélange, cru, vert, dans toute sa force, dans toute son âpreté, est surhumain, divin, transcendant. Jamais les hommes ne l'atteignent, à peine l'effleurent-ils. Dans cette espèce de politique plus étroite, dans la politique de la vertu, l'idéal ne semble également jamais avoir été atteint. En admettant que l'on ait des yeux pour les choses cachées, on découvre, même chez les moralistes les plus indépendants et les plus conscients, et c'est bien le nom de moraliste qu'il faudra donner à ces politiciens de la morale, à tous les créateurs de nouvelles forces morales, on découvre, dis-je, des traces de ce fait qu'eux aussi ont payé leur tribut à la faiblesse humaine. Eux tous aspirent à la vertu, pour leur propre compte, du moins à leurs heures de fatigue. Défaut essentiel et capital chez un moraliste, lequel a pour devoir d'être immoraliste de l'action. Qu'ils ne doivent pas laisser paraître qu'il l'est, c'est là une autre affaire. Ou plutôt, ce n'est point une autre affaire. Un pareil renoncement à soi par principe, au point de vue moral c'est une dissimulation, fait partie du canon du moraliste et des devoirs qu'il s'impose à lui-même. Sans eux, il n'arrivera jamais à sa manière de perfection. Indépendance à l'égard de la morale et aussi à l'égard de la vérité, à cause de ce but qui compense tout sacrifice, à cause du règne de la morale, tel est ce canon. Les moralistes ont besoin de l'attitude de la vertu et aussi de l'attitude de la vérité. Leur faute ne commence qu'au moment où ils cèdent à la vertu, où ils perdent leur domination sur la vertu, où ils deviennent moraux eux-mêmes, où ils deviennent véridiques. Un grand moraliste, entre autres choses, doit aussi être nécessairement un grand comédien. Son danger, c'est de voir sa dissimulation devenir imperceptiblement une seconde nature, de même que c'est son idéal de séparer d'une façon divine son esse et son operari. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il le fasse sub specie boni, un idéal supérieur, lointain, plein d'exigences, un idéal divin. Et en effet, l'on dit que le moraliste imite ainsi un modèle qui n'est autre que Dieu lui-même. Dieu, le plus grand des immoralistes de l'action qu'il y ait jamais eu, mais qui néanmoins s'entend à rester ce qu'il est, le Dieu bon.